Bonjour à tous et merci Pierre pour cette introduction et merci à tous d'écouter mon exposé. Alors, je ne vais pas vous présenter des résultats de recherche, mais bien le travail qui est en cours actuellement et en tout cas l'innovation qu'on est en train de mettre en place, probablement pour donner des idées à différentes personnes, mais aussi pour vous montrer comment l'enseignement actuellement essaye de répondre à différents défis qui sont les siens. Et on va parler ici principalement de la formation de base, mais on ira plus loin en disant que ce type de dispositif que je propose est évidemment de plus en plus ouvert sur les formations continues. Et donc, je vais partager mon écran et vous montrer donc ma présentation. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Tout à fait. Voilà. Euh, et donc, effectivement, nous sommes partis d'un constat assez impressionnant que je pense qui a été mis en évidence durant les différentes interventions du début d'après-midi, qu'une des grandes compétences qui est essentielle pour faire un soignant un acteur de soins de qualité, c'est évidemment la communication. Ça revient assez souvent, c'est l'importance de la communication et l'importance d'enseigner la communication. Et donc, moi, ça fait plusieurs années que j'enseigne la communication et que je me suis spécialisée dans ce type d'enseignement. Et donc, je vais commencer mon exposé en vraiment partir de constats de base sur ce qui existe, sur ce que l'on sait. Ce sont des choses qui ont déjà été dites, mais pour venir justement aux défis actuels et aux solutions que j'ai mis en place pour essayer d'y répondre. Et donc, c'est vrai qu'on a entendu au travers de l'exposé de ma collègue, l'importance justement que le soignant ne se positionne pas en sauveur, mais essaye au contraire d'impliquer de plus en plus le patient dans ses soins. On l'a entendu dans d'autres interventions également, et c'est vrai qu'avant, et ce qui était plutôt, et ce qui reste quand même trop souvent les pratiques habituelles, ce sont des relations soignants-soignés, des relations patients, euh, malades avec leurs soignants, qui est plutôt de type paternaliste, qui est plutôt centré sur la maladie. Alors c'est vrai que ça a évidemment au niveau théorique beaucoup évolué. On a dit l'importance de tenir compte de l'approche biopsychosociale et aujourd'hui on est plutôt dans une approche humaniste centrée sur le patient où on sait qu'il est essentiel de tenir compte du savoir expérientiel du patient. Il est essentiel de faire participer le patient. Alors ça, ce sont toutes des données qui, au niveau théorique, sont évidemment acquises et sur lesquelles, je pense, beaucoup de professionnels se rejoignent. Et nos exposés de ce matin, enfin de cet après-midi, ont tous plus ou moins mis l'accent sur cette dimension et sur l'importance de tenir compte du patient, l'importance d'impliquer le patient dans ses soins et l'importance de tenir compte de son expérience. Maintenant, évidemment, ce type de modèle de soins a différentes conséquences. Les conséquences qu'il a, c'est évidemment qu'il faut considérer le patient dans sa approche de recherche, qu'il faut renforcer l'humanisation des soins et de fait alors la bienveillance à l'égard du patient, la neutralité, le non-jugement, et puis aussi de fait alors l'importance qui est accordée à la communication, qu'elle soit verbale et non verbale. Parallèlement, vous savez que dans l'enseignement des soins de santé, ce type de compétences reste proportionnellement aux autres compétences professionnelles très peu, ou j'ai envie de dire, très mal enseignées, puisqu'on verra effectivement les façons d'enseigner la communication, ou en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à mettre en place, l'enseignement de la communication. Alors je me suis penchée sur une revue de la littérature récente sur finalement qu'est-ce qui est nécessaire d'enseigner et qu'est-ce qui est nécessaire de développer. Alors, on sait que lorsque on développe les compétences en communication d'un soignant, lorsqu'on le forme aux compétences en communication, et ici je parle bien de compétences professionnelles, parce que souvent, on a le sentiment que communiquer, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose que l'on a tous en nous et que quand on est attiré vers le métier de soignant, ça fait partie de nos compétences un peu innées. Alors, c'est tout à fait faux.
l'enseignement à la communication professionnelle est très spécifique et la communication professionnelle, c'est quelque chose vraiment qui s'apprend. On voit d'ailleurs que lorsque on met en place des dispositifs de formation à la communication, le patient, justement, on arrive à mieux répondre à ce besoin parce qu'on comprend sa situation et aussi, on arrive à percevoir les demandes implicites du patient et donc tout ce qui va, le faire intervenir dans ce rôle justement actif, dans ses soins. Ça permet aussi aux soignants, de se sentir plus confiants dans les questions difficiles, notamment dans l'annonce de mauvaises nouvelles, dans les gestions, heu, de principes autour de la fin de vie, mais aussi autour des maladies chroniques. Et il est clair que, ça crée cette relation de confiance qu'on sait aujourd'hui essentielle entre un soignant, quel qu'il soit, et son patient. On voit d'ailleurs, que ça permet, si une formation à la communication est mise en place, d'ensuite, former le soignant à mieux inclure le patient dans les décisions thérapeutiques. Et donc on est bien là dans un des objectifs que s'est fixé la première ligne. Alors, pourquoi faut-il vraiment aujourd'hui améliorer cette communication? Parce que ici j'ai pris une étude qui a porté sur des médecins. Beaucoup de médecins, parce que cette étude portait sur eux, je pense qu'on peut vraiment, la mettre sur différentes professions, se sentent très compétents, hein, en termes de communication et pourtant, les études montrent que 75 des chirurgiens qui pensent avoir communiqué de façon satisfaisante avec, leurs patients, et face à eux, ce n'est que 21 des patients qui estiment que le même chirurgien, a bien communiqué. On voit donc qu'il y a un vrai décalage entre la perception, du soignant dans ses capacités de communication, qui souvent pense qu'il s'acquiert avec, l'expérience clinique, et ce que le patient perçoit. Or, la communication, je dirais, c'est comme toutes les autres compétences, elles ne s'acquièrent pas, au détriment du patient, elles doivent s'acquérir, dans les formations, de base par rapport à ça. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que, les formations à la communication ne sont pas toujours appréciées par les soignants parce que, ils se sentent souvent considérés comme des mauvais communicateurs et se sentent, souvent jugés, voire, ils estiment que ce type de formation, ou ce type de module, lorsqu'ils sont présents dans les formations de base, ne sont pas suffisamment techniques, et donc ne leur apportent pas grand-chose en termes d'acquis, ce que, on voit qui est tout à fait faux en l'occurrence. Alors donc, quelles compétences, les auteurs nous montrent qu'il faut, vraiment développer? Je pars ici, d'une revue systématique, qui a été réalisée cette année, en collaboration avec mes étudiants et on voit qu'effectivement, une des premières choses, c'est d'être capable de choisir de manière appropriée les mots et donc par exemple, on sait que dans les maladies chroniques, le fait de parler, de dégénérescence et c'est un terme fort et lourd, mais qui est souvent utilisé par les soignants, va impliquer une moins bonne collaboration, de la part des soignants et donc, on sait qu'il y a, selon les types de pathologies, des mots, qu'il faut éviter ou des mots, au contraire, qui s'avèrent appropriés et qu'il faut, enseigner à, nos étudiants et à nos soignants. On sait aussi que le style de communication se doit d'être positif, parce qu'il va permettre un meilleur rétablissement, qu'il va augmenter l'efficacité du traitement, mais qu'il permet aussi une diminution de la douleur, et de l'anxiété et donc on sait que douleur et anxiété sont liées et que souvent lorsque le patient est moins anxieux, il est moins douloureux. On doit aussi enseigner des compétences, dites de communication active, ce qui veut dire concrètement qu'il faut laisser parler le patient, qu'il faut le laisser poser ses questions, qu'il faut éviter de l'interrompre. Or, ce que l'on voit dans la pratique clinique, c'est que les patients, sont généralement interrompus après 18 secondes. Alors souvent, ce que nous rétorquent, les étudiants ou les soignants, mais c'est qu'ils n'ont pas le temps et que finalement laisser parler le patient, ça ne correspond pas à leur cadre, de travail et que s'ils devaient laisser parler les patients, finalement, ils n'auraient pas, suffisamment le temps de faire leur examen clinique ou de mettre en place, d'autres choses. Or, la même étude a mis en évidence que lorsqu'on laisse parler le patient, en fait, il va s'interrompre que 5 secondes, après et donc on devrait juste le laisser parler, que finalement il ne parle pas nécessairement beaucoup plus longtemps,
il va parler jusqu'à 23 secondes et donc que 5 secondes en plus que si on l'avait interrompu. Par contre, il est clair que s'il n'est pas interrompu, le patient se sent, bien mieux écouté. Heu, Autre compétence qui est toujours mis en évidence dans les différentes études à enseigner, c'est la quantité et la qualité adéquate des informations communiquées. C'est vrai que, les patients, dans le cas de pathologies complexes, s'attendent effectivement à recevoir des explications détaillées, hem et que justement, ils s'attendent à avoir des informations spécifiques qu'on ne leur fournit pas souvent. Et puis, autre compétence qu'on se doit, d'enseigner, c'est l'empathie. Et l'empathie, contrairement à ce qu'on a souvent comme définition, il ne s'agit pas de, vivre avec le patient ses émotions, mais bien de lui refléter par la communication qu'on a compris ce qu'il ressent de manière intellectuelle, sans pour autant vivre les choses avec lui. Et donc, voici toute une série de compétences de communication, qui sont des compétences de communication finalement professionnelles de base qui, bien qu'elles soient enseignées, sont très peu souvent, comprises par les étudiants ou en tout cas maîtrisées et souvent elles sont enseignées de manière, théorique. Pourquoi elles sont enseignées de manière théorique? Parce que parallèlement, on est face à quand même une réalité, qui fait que beaucoup de dispositifs pédagogiques échouent à l'heure actuelle, c'est le nombre de nos étudiants. Heu, on sait que dans le domaine des soins, le nombre d'étudiants, explose. Je vais prendre des exemples pour ma faculté. Je suis en faculté des sciences de la motricité et dans ma faculté, en 4 ans, on a doublé notre nombre d'inscrits. En 10 ans, on l'a triplé, voire même quadruplé. Ce qui veut dire qu'on se retrouve face à des auditoires de 600 étudiants et à des travaux pratiques lorsqu'ils sont organisables, avec 50 étudiants, et on doit démultiplier le nombre de travaux pratiques avec les moyens de l'université et des hautes écoles qu'on connaît qui fonctionnent à enveloppe fermée. De plus, il faut bien se rendre compte que le présentiel est de moins en moins important, ce qui implique aussi que les étudiants étudient dans leur syllabus, et que donc des compétences en communication étudiées dans les syllabus, ça reste très peu convaincant et ça reste, très peu applicable. À côté de ça, on sait que et on l'a vu cette dernière année, heu, il y a l'utilisation centrale des outils informatiques et je dois dire que ce projet, je l'ai écrit avant le covid et que le covid, a mis en évidence, toute son importance, à l'heure actuelle, mais ce projet avait été écrit en fait juste avant, le début de la crise en septembre et avait été soumis au mois de janvier. Vous aurez compris que donc quand il a été sélectionné au mois d'avril, on sait pourquoi il a été sélectionné, parce qu'il répondait vraiment aux besoins du moment qui est, d'utiliser des outils centrales informatiques. Et donc c'est évidemment très difficile, d'enseigner la communication et d'enseigner toutes ces compétences, hem alors qu'on est face à ce nombre exponentiel d'étudiants, qu'on se retrouve dans des cours ex cathedra à devoir l'enseigner, que, même si on a des travaux pratiques, ça reste souvent assez impersonnel. Je vais vous prendre l'exemple de mes travaux pratiques. Donc on commence par de mes cours d'enseignement, on commence par de la théorie. Ensuite, on va dans des travaux pratiques où les étudiants peuvent faire des jeux de rôle, où ils jouent eux-mêmes le rôle des patients. Et puis on a une, séance, en laboratoire de simulation avec des patients simulés. Mais évidemment, tous les étudiants ne sont pas, à même de s'exercer puisque vu leur nombre, ils ne savent pas tous, s'exercer de manière pratique. Ils sont souvent observateurs, de ce qui se passe en communication. Et donc face à cette réalité, je vous dirais, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur le domaine de l'enseignement dans la communication, que ce soit dans les formations de base, mais aussi souvent dans les formations continues? C'est que c'est la théorie qui est la plus souvent, c'est le type de technique le plus souvent réalisé. Ça peut être aussi le visionnage de vidéos, l'observation, que ce soit même en temps réel, hein, c'est aussi, quand, le nombre d'étudiants le permet, des travaux de groupe, qui est aussi intéressant. L'idéal, c'est évidemment les jeux de rôle en simulation et puis l'idéal, c'est vraiment, ces jeux de rôle en simulation avec enregistrement et avec patients simulés. Mais comme je vous l'ai dit, vu le nombre d'étudiants, je prends ma cohorte qui est de 300 étudiants,
c'est à peu près 10 étudiants qui peuvent vraiment s'exercer de manière pratique alors que les 290 autres observent lorsqu'ils sont présents. Et donc, est venue, sur base de cette constatation assez inquiétante, hein, certes, l'idée que, il faudrait pouvoir utiliser les outils informatiques actuels pour plonger nos étudiants, dans l'immersive learning et ce qu'on appelle la digital storytelling. Alors, pour vous dire en quelques mots de quoi il s'agit, l'immersive learning, je pense que vous voyez tous de quoi il s'agit. C'est un univers immersif virtuel où on permet à l'étudiant de s'exercer dans des situations réalistes, pas réelles, mais réalistes, qui permet à l'étudiant de faire des erreurs sans que c'est de conséquences sur le patient. Et ça lui permet aussi de se confronter à des situations qu'il rencontrerait difficilement en vrai. Donc, par exemple, la gestion d'un patient vraiment en fin de vie, qui parle de la difficulté qu'il a face à la mort, alors que c'est vraiment des situations spécifiques, ou encore un pharmacien qui se retrouve dans son officine face à un patient toxicomane agressif et comment le calmer. Voilà toutes des situations qui peuvent être utilisées en univers immersif virtuel. Comme je disais, l'enjeu finalement, c'est de mettre l'étudiant face à des cas sur lesquels il peut apprendre, et donc ça veut dire sur lesquels il peut faire des erreurs, il peut tester, recommencer sans que c'est de conséquences. Alors, on a combiné à l'immersive learning la digital storytelling. Alors, la digital storytelling, c'est un terme relativement nouveau dans le domaine de l'enseignement, mais il n'est pas uniquement dans l'enseignement de l'enseignement. C'est un outil numérique qui raconte une histoire. Et donc, ce sont des formats où on permet à l'étudiant de suivre une histoire. Ici, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est donc de créer des histoires parallèles où l'étudiant entre dans l'histoire et selon les réponses qu'il choisit, fait parler le soignant et fait continuer le soignant dans une réalité qui est celle qu'il a choisie. Et donc, s'il fait des erreurs de communication, il est obligé de continuer, d'essayer de récupérer ces erreurs de communication jusqu'au moment où il arrive à soit de se récupérer et fait évoluer la situation vers une résolution de conflit de communication, soit finalement le patient quitte la pièce et se voit vraiment fâché. Mais donc on voit que ce sont des histoires parallèles dans lesquelles l'étudiant évolue. Et donc pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, parce qu'on a avancé, ici je vous montre un de mes projets qui est le projet sur l'entretien motivationnel. On a déjà finalisé un autre projet sur l'agressivité. On a choisi de travailler sur 2 ans sur toute une série de thématiques que sont la gestion de l'agressivité du patient, l'entretien motivationnel, l'annonce de mauvaises nouvelles, la gestion de l'incertitude face à la fin de vie, mais aussi le renvoi vers un autre soignant et donc comment, par exemple, renvoyer le patient vers un psychologue ou vers un assistant social. Alors, tous ces scénarios ont été adaptés selon le type de formation et donc chaque univers est propre au type de formation auquel il s'adresse. Donc, si ça s'adresse à des kinésithérapeutes, ce sera dans la situation dans laquelle le kinésithérapeute a l'habitude d'évoluer. Si ça s'adresse à un médecin, ce sera pour un médecin. Si ça s'adresse à un pharmacien, ce sera en officine. Et donc, on a essayé de cibler les métiers de la première ligne, mais pas tous les métiers de la première ligne, les métiers de la première ligne qui font partie du pôle santé de l'ULB, c'est-à-dire les infirmiers, les kinésithérapeutes, les ostéopathes, les médecins et les pharmaciens qui sont pour le moment nos 5 publics cibles. Mais comme vous le savez, c'est un projet qui a pour objectif d'évoluer et qui a pour objectif aussi d'avoir toute une série d'autres thématiques, mais aussi toute une série d'autres publics cibles in fine. Mais je vous dis, on est vraiment dans la création là depuis 6 mois. Et donc, cela donne quoi? Donc, on voit ici, par exemple, une vignette clinique avec une patiente qui est décrite. La patiente, ici, c'est une patiente diabétique que l'on peut suivre. On explique sa problématique. Ici, on va aborder la question de la prise de poids et de la gestion du diabète et principalement la reprise de l'activité physique. Ici, c'est cette question-là qui est abordée. Et donc, on voit des scènes filmées que l'on peut commencer où on voit le soignant discuter avec la patiente. Ça, ce sont des scénarios qu'on a préécrits et où on a préécrit à chaque fois tous ces scénarios avec des spécialistes pour chaque sujet. Donc ici,
Ce scénario 6 a été écrit avec un spécialiste de l'entretien motivationnel. Le scénario sur la fin de vie, il est en cours d'écriture avec des psychologues de l'hôpital Bordet qui sont spécialisés dans la discussion et les formations autour de la communication avec les patients qui sont justement dans les incertitudes par rapport au choix thérapeutique ou par rapport à la mort ou par rapport à l'annonce de mauvaises nouvelles. Donc, on essaye vraiment d'inclure à chaque fois dans l'écriture de ces scénarios différents professionnels, mais aussi sont inclus dans l'écriture de ces scénarios des patients partenaires ainsi que des étudiants. Et donc, on a des groupes de travail qui essayent de faire collaborer étudiants, patients, soignants, pédagogues aussi, pour écrire tous ces scénarios et amener justement à ces différentes propositions où on demande à la patiente, suite à une discussion, quelle réponse vous pouvez donner à cette patiente. On fait des propositions. Seriez-vous d'accord que nous parlons de ce qui est le plus difficile ou le plus important pour vous? Ou mais tout est important, il faut savoir gérer tout en même temps. Oui, je comprends. Souhaitez-vous que je vous explique à nouveau chaque point? Donc, imaginons qu'ici, on choisisse oui, je comprends. On considère que ce n'est pas la meilleure réponse et on essaye à chaque fois d'expliquer de manière théorique pourquoi. Et on permet à l'étudiant soit d'avancer dans le scénario, soit de revenir en arrière. À chaque fois, il y a la possibilité de trouver des liens théoriques qui y sont inhérents. Et à la fin, donc si j'ai, par exemple, une bonne réponse, on voit, ben voilà, et on essaye toujours de trouver des réponses qui permettent la collaboration avec le patient et qui permettent justement au patient d'être actif dans son traitement et donc que le soignant sorte un peu de cette position de sauveur telle qu'on l'a formulée. Ensuite, à la fin de chaque module, on a demandé à l'étudiant de s'auto-coter. L'idée n'est pas de l'évaluer, mais bien qu'il s'auto-évalue. On a catégorisé à chaque fois les erreurs selon les types de scénarios. Et puis, en fonction de ça, il choisit les types d'erreurs qu'il a fait. Et par exemple, ici, si l'étudiant a fait des erreurs principalement de persuasion, il a des explications théoriques pour essayer de s'améliorer. Et voilà. Et donc, ça permet justement cette différentes méthodes d'essayer d'avancer dans l'enseignement de communication et donc de ne plus être dans l'uniquement dans je le sais, mais d'être dans je sais comment et je démontre. Alors, il est clair que ce type de dispositif ne remplacera jamais euh, les, les scénarios de simulation que l'on peut faire dans des environnements de simulation où il y a des patients simulés et où l'étudiant produit, puisque ici l'étudiant ne produit pas mais choisit, et qu'il faut idéalement combiner avec la production de paroles. Mais en tout cas, ça permet de remplir le gap que l'on connaît aujourd'hui entre théorie et puis finalement soit aller directement au laboratoire de simulation, mais que observer, ou aller directement dans la pratique clinique et qui est souvent problématique. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, on doit d'abord arriver à rechercher et à voir en quoi ce type de dispositif est efficace. Et comme je vous dis, on est dans l'écriture des dispositifs. On en a déjà écrit 4. L'idée, c'est de les terminer pour dans 2 ans. Parallèlement, on a créé une évaluation de ces dispositifs qui sera réalisée par les étudiants et qui va être mis en place à partir de septembre. Et donc, en conclusion, que vous dire? C'est que la communication, on en parle tout le temps et pourtant, on l'enseigne finalement de manière assez fragile, je dirais, dans les différents cycles de formation de base, voire même dans les cycles de formation continue, aux intervenants de première ligne. Ça reste ce parent pauvre de la formation aux soins de santé. Pourquoi? J'ai essayé de vous l'expliquer, vu le nombre d'étudiants, vu aussi que ça nécessite une pratique quand même assidue et que c'est pas nécessaire. Et donc aujourd'hui, on est dans la nécessité de faire évoluer nos modèles de formation avec des modèles de formation interactifs et que donc on y trouve ici une solution intermédiaire qui améliorerait nos compétences d'enseignement et qui, nous l'espérons, amélioreront aussi les compétences de nos étudiants et de nos soignants en communication pour arriver à ce qu'on attend de la première ligne, à savoir créer une collaboration avec le patient. Voilà, j'ai fini pour cette présentation. Merci beaucoup.